after the fleet encountered a slow descent of the North Atlantic. Charlie Daly, Massif Saint-Prévoyance, now has the 10th edition of the Vendée Globe back close to record pace, after his electrifying passage across the Indian Ocean, spurred on by his passage riding a malicious monster low-pressure system. This Saturday evening, the well-established race leader Daly has just less than 800 nautical miles to the second of the solo round the World Race's second Great Cape, and needs to cross that longitude by 08:14 hours UTC on the morning of Monday the 9th of December to break the 2016 record mark set by Armel Leclerc, who went on to set the 74D 3 hours 35 minutes course record. That requires an average of just around 19 knots, which is possible, but by no means certain given the number of jibes he may need to complete. Nonetheless, from being well behind the 8-year-old schedule, this race will be ahead or much closer. All the way through the fleet, the solo skipper are talking of setting their limits and sailing consistently, rather than burning out and risking breaking anything in the Big South. The exception to a point is second-placed Sebastian Simon, Groupe du Breuil, who has had the most punishing regime forced upon him by the AEZ, the exclusion zone, to his south. Even by early this morning, the skipper had linked together 7 jibes, one after the other, each representing 40 minutes of strength and stamina, sapping effort in moderate conditions, but in 27 to 30 knots and big seas, this has been a truly Herculean effort by Simon. Now up to 6th, and in closer contact with 5th-place Jeremy Bayou, Charles, Britain, Sam Good CHLLD, remains impressively consistent and self-assured, enjoying some respite after the biggest, toughest few days he has ever had solo on his IMOCA. To his north, Nicolas Lundven, the skipper of Holcim, PRB, is rueing, having bet on a northerly course to avoid the worst of the huge, tough depression that swept his path in the middle of the week. He did not imagine at the time that he and Jeremy Bayou would end up paying such a price. This northerly route was supposed to be better than that. We really didn't get what we expected. We had some unforeseen areas of calm and spent a whole night in the storms, but the highlight of the show was an anticyclone that swelled and ate us up, detailed Lundven, who spent a large part of yesterday stuck in light airs, with 2 key consequences. On the one hand, Sam Goodchild, vulnerable, got past, and Paul Mailhat, Biotham, Yannick Bestaven, Metra Q5, are ever close, and on the other hand, the gap has widened ahead to the leading duo. Even after breaking 3 battens when exposed to the worst of the weather yesterday evening, Tanguy Leturquet, Lazare, leads the daggerboard, non-foiling class. But 350 miles to his north, the wily 65-year-old Jean Le Cam, tout commence en Finisterre Lux, is on a direct, fast course and sailing at more than 20 knots in conditions which are ideal for him to go fast. Hello. We are on board Holcim PRB Wednesday afternoon, and I just learned that I have beaten the world record distance in 24 hours in monohull, in solo, with 546.6 nautical miles. Salut! On est à bord de Holcim PRB, on est jeudi soir et on va passer l'équateur là dans quelques minutes. Voilà, super conditions de navigation, là on est au pitching avec 40 knots vent. Ça va vite. Salut! Alors on est le 28 novembre et c'est mon anniversaire. J'ai des petits cadeaux. Alors ça, je pense que ça c'est des petits chocolats. Ah parfait, oui, ils ont un peu voyagé les chocolats.
This is an epic day for Wholesome and PRB. This race is known as the Everest of the Seas. Literally, it's one of the most advanced tests from a sports but also from a mental endurance perspective for all of the sailors here embarking around the world in this solo race with no assistance. In some of the parts of the race, they are in such remote areas that the closest person to them is actually on the space station. On top of the sports and the human endurance that's at play here, what we are doing every step of the way is we are taking water samples to be able to play our part to understand the health of our oceans and feed all of the scientific monitoring of our ocean's health with the data that's taken from the boat. So this race is really epic for Wholesome and PRB because it really symbolizes the spirit of our company, of pushing the boundaries of what's possible from a performance perspective, but also with our call to action to go circular. So Nico, as you venture out there, stay safe, stay strong, stay healthy. We're with you, we're by your side. And let's win this together. Est-ce que ça va être 80 jours de galère ou est-ce que ça peut être du pur bonheur? Et aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'état d'esprit du skipper, de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et moi, j'essaye toujours de le voir à moitié plein. J'ai envie de te dire que c'est possible que ça me change et j'aimerais que ça me change pas trop quand même. Donc, je vais tout faire et tout donner pour essayer de continuer ce bel héritage. Déjà, le parcours en lui-même, tu as envie de le faire. Par exemple, météorologiquement, je trouve que la descente de l'Atlantique est vraiment quelque chose de très intéressant d'un point de vue météo stratégique. Après, y a des couchers de soleil, des lumières fantastiques quand tu es dans les alizés, dans le poteau noir, avec des grains fabuleux, des nuages et des grains qu'on voit jamais ici. J'ai l'impression que dans l'hémisphère sud, les lumières ne sont pas tout à fait pareilles que dans l'hémisphère nord. Notamment la nuit, tu as des ciels étoilés qui peuvent être parfois assez extraordinaires et que j'ai rarement vus dans l'hémisphère nord. Alors j'aurai sans doute mes parents au téléphone au moins ce soir. Bon, la séparation a été douloureuse pour eux. Je pense qu'ils regardent ça avec admiration. Non, voilà, mais de faire attention à moi et de m'amuser. Alors mes enfants, ils m'ont pas dit de m'amuser, ils m'ont dit de rentrer le plus vite possible. Donc c'était cette séparation qui était la plus difficile pour eux, pour moi aussi. Donc voilà, maintenant c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque fait. Donc pour moi le départ, il n'y a plus qu'à ce qu'il se fasse et puis que j'aille m'amuser sur l'eau. Ça, on va voir peut-être ici, là.
T'en es un profil. Tout va bien, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Un bon départ. Un bon départ là, pas prendre de risques évidemment. Bon alors voilà, je vais vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé. Alors, j'étais en train de... Putain, je viens de casser 3 lattes dans un jibe intempestif là dans le front. Ah, je suis dégoûté, putain. Putain, fait chier, il y a 50 nœuds qui arrivent là. Ah, faut que je fasse tomber la GV, que je répare ces putains de lattes. 3 là, j'espère que j'ai assez pour réparer. Chier. Bon, voilà le chantier, les amis. Donc bah les lattes, elles ont cassé là. Voilà, parce que je suis un abruti. J'ai fait un jibe, je me suis loupé dans ma manœuvre comme un abruti. Et donc là j'ai démonté les 3 lattes. Alors j'ai une grande latte en spare, une très grande, et je vais réussir à faire dans la latte 1, dans la latte 3 pardon qui est cassée, la latte 1, dans la latte 2 qui est cassée. Non, enfin bref, vous m'avez compris, je vais me démerder, je vais réussir à refaire 3 lattes sans faire de la strat normalement. Remonter tout ça et puis bah c'est reparti hein. C'est reparti parce que là on avance qu'à 10 nœuds et c'est pas ça la régate. Donc voilà, mais bon, faut quand même prendre le temps de faire les choses bien. Voilà, je viens de faire tomber la grand voile là. Donc il y a les 3 lattes du haut qui sont cassées. Alors le risque c'est évidemment de déchirer la grand voile, mais d'abîmer aussi le gréement et là de perdre le mât. Donc vous voyez, bah là on voit pas, je vais les extraire, mais il y a 3 lattes qui sont cassées. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai des lattes de spare, donc je vais pouvoir remplacer ça. La mauvaise, enfin non, celle que je sais pas, c'est si j'ai assez de lattes pour pouvoir faire les 3. Et voilà. Et putain, ça fait chier parce qu'on était bien, mais là en même temps, bon bah, moi je casserai rien de plus. Regardez l'état de la mer. Putain, j'ai tout donné là. Putain. Je crois que le Vendée Globe a commencé. Et j'ai mon premier albatros qui est venu au moment où j'étais en PLS, en train d'enlever les lattes. Putain, c'est bon ça. Ah, hier je faisais le fanfaron. À dire que je faisais des belles trajectoires, que j'avais une bonne carbu, que j'étais un champion, tu parles. Même pas capable de faire un jet dans 50 nœuds sans péter 3 lattes, putain, j'en avais jamais pété. Ah, c'est bon ça. Ah, je suis à bout de force, hein, les amis.
Ah, j'ai cru que la grand voile elle était foutue, que j'avais déchiré le gréement. Mais... Ah, je suis content là. Ah, j'ai tout donné là. Oh là là, bah ça drop chez toi, ça va vite? Ouais, bah écoute, il y a un petit peu de vent, mais ouais, bah c'est un peu ça depuis, de toute façon, c'est un peu ça depuis quelques jours, là, je vais de un peu de vent à moyennement de vent à beaucoup de vent et puis remoyennement de vent. En fait, ça, globalement, c'est venté, mais ça, c'est pas stable. Donc là, dans l'instant, c'est génial parce que ça avance vite et en plus il y a du soleil, donc ça vous met un peu la belle carte postale. Hein. Mais franchement, ça n'a pas été ça tout le temps. Et ça fait pas longtemps que c'est comme ça. Oui, on s'est douté en voyant que tu avais quand même pas mal cherché à gagner dans le Nord, que tu avais quand même visiblement pris le parti d'être assez prudente avec toutes ces dépressions. Ouais, alors écoute Perrine, comme j'ai pas bien entendu ta question, je pense que la connexion n'est pas idéale. Tu as parlé de prudence. Ben écoute, oui, moi en tout cas j'ai fait là stratégiquement le choix d'aller me caler dans le nord de la dépression qui est devant moi, pour rester bien derrière, pas rentrer dedans trop vite parce que c'est clair qu'il y a une mer très formée, très forte, et puis du vent fort. Enfin, les conditions dans cette elles me paraissent quand même pas très sécures. Alors voilà, je prends mon mal en patience. Et alors bah là, du coup, tu te retrouves avec des copains. Tu retrouves notamment Jean, Alan, qui sont, enfin sur la carte en tout cas, pas très loin de toi. Ouais, carrément. Bah en fait, hier matin, j'étais carrément avec Jean. C'était drôle. On était tout proches. On n'avait pas du tout ni la même vitesse ni le même cap. C'est impressionnant la différence entre nos bateaux. Et bah, c'est chouette à voir comment il déboule au vent arrière. Mais quoi qu'il en soit, oui, on est un petit groupe là à avoir pris cette route un peu incurvée vers le nord parce que bah, pour les autres ils sont soit plus dans l'ouest, donc un peu moins concernés, soit plus dans le sud. Mais je crois que tout le monde se retrouve un peu dans cette situation à être juste derrière la dépression et à pas pouvoir vraiment mettre la pédale sur l'accélérateur parce que bah d'abord c'est impossible, c'est pas compliqué, là le bateau il veut pas avancer dans la mer formée comme ça, et en plus si on cherchait à avancer trop vite, je pense qu'il y aurait vite de la casse parce que c'est chaud, hein. Là vraiment l'océan Indien c'est celui que j'ai connu il y a 4 ans mais en plus dur encore. C'est ma question, savoir si c'était conforme à tes souvenirs ou si c'était encore plus compliqué. Ouais, bah franchement, ouais, c'est largement conforme à mes souvenirs, mais je pense qu'il y a 4 ans, j'ai quand même moins douillé. Il y avait du stress, il y avait des grains, tout ça, mais l'état de la mer, là, est vraiment dur depuis Bonne Espérance, clairement, depuis peut-être même un petit peu avant. Avec le courant des aiguilles, et puis je sais même pas si c'est que ça, mais en tout cas c'est sûr, en plus quand on se retrouve derrière une dépression, la mer est toujours compliquée. Mais alors là c'est infernal. Il y a un moment donné, il faut juste oublier. Enfin d'ailleurs c'est pas possible, mais il faut essayer quoi. Bon, puis c'est que le début parce que on voit qu'il y a quand même des petites dépressions qui vont s'enchaîner. Forcément, ça fait partie du programme. Ouais, c'est clair. C'est clair, en fait, avant de me lancer, d'arriver dans le sud, je me disais, bon, on sait jamais. Je me souviens qu'Armel Triton, il y a 4 ans, il avait adoré son passage dans les mers du Sud. Et puis je crois que sur l'Ocean Race, la dernière fois, ils ont trouvé que c'était clément au niveau de la mer. Je me suis dit, si ça se trouve, ça va être sympa. Mais je crois que le programme, en tout cas pour le début, là, pour l'Indien, il est plutôt corsé. C'est vrai qu'en termes de stratégie, c'est très bizarre. En fait, j'ai pas l'impression de faire une stratégie pour aller plus vite et gratter les autres, mais plutôt juste pour essayer de trouver un passage qui aille assez bien et qui soit pas trop dangereux et dans lequel je fasse à peu près ma route vers le Cap Horn, et puis après voilà, on verra.
Bon. Et alors, du coup, j'ai une question qui est tout à fait annexe par rapport à ce dont on vient de parler. Mais c'est en lien quand même. Notre invité du jour, c'est une préparatrice physique. Et on sait que toi, tu accordes une importance tout à fait particulière, notamment, tu fais beaucoup de pilates, etc. Dans ces conditions, j'imagine que d'être un peu solide, c'est quand même pas négligeable. Ouais, bah écoute, tout à fait. Je pense que ce qui est pas négligeable, c'est d'être solide, c'est d'être gainé. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des tas de positions dans le bateau où je suis à moitié assise, un petit peu tournée sur le côté pour, par exemple, devant l'ordinateur ou en train de cuisiner. Et là, d'un coup, il y a un arrêt buffet ou une vague bizarre. Et là, je peux te dire, mes muscles, je vois exactement lequel est en travail, quoi. Et donc c'est super important. Je pense qu'il faut aussi, il faut de la souplesse pour pas être tendu comme un roc, parce que là, sinon, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'énergie qui peut se perdre. Et puis, j'ai beaucoup plus à manœuvrer qu'il y a 4 ans, mais je vois que ça va, ça le fait. Je vais à mon rythme, évidemment, parce que j'ai pas une force de fou, mais voilà, je sens que ça va. Il y a encore du répondant. Tu me diras, tant mieux, parce que c'est loin d'être fini. Mais bon, c'est cool. Bon, ouais, chouette. Bon, on te demande pas comment tu as réussi à caler tes petits œufs dans cette mer casse-bateau. À caler quoi donc? À caler tous tes petits œufs. Ah bah si, mes œufs, écoute, ils sont super. Ils sont hyper bien calés, mes œufs. Et alors le truc, voilà, c'est que c'est quand je peux. Donc c'est pas tous les jours pour cuisiner des œufs. Mais tu vois, là, juste maintenant, là, ça va être possible. Je sais plus, l'autre jour, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, je vais me faire des œufs. Et en fait, dans la foulée, c'était pas du tout le programme. J'ai dû prendre un riz et puis j'ai dû manger une barre de céréales parce que c'était beaucoup trop compliqué pour faire des œufs. Donc il y a des choses comme ça, c'est un peu le petit plus quand les conditions le permettent. Bah, du coup, si on comprend, c'est la journée des œufs. Donc, on va te laisser aller faire ça. On te dit un immense merci, Isabelle, d'avoir pris le temps de papoter avec nous. C'est vraiment chouette. Et puis, ça fait plaisir de voir Tête Banane avec ses grosses vagues derrière toi. Et on espère te retrouver très vite pour que tu nous racontes la prochaine dépression qui sera pas trop méchante, on l'espère. Yes, merci Perry, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, salut Isabelle. Bye bye. Alors là, je crois que c'est la première fois que je vois un arc-en-ciel aussi lumineux et parfait. Trop beau, regardez. Incroyable. Magnifique. Dehors il fait gris et il y a des albatros qui suivent le bateau et d'autres oiseaux aussi entre les îles Crozet et Kerguelen. Je trouve qu'il y a pas mal d'oiseaux de mer. Il fait gris, humide. Ce matin il y avait du soleil, c'est sympa. Tout va bien sur le bateau, ça va vite. C'est un peu mouillé et ça va, la mer est plus trop compliquée. C'est beaucoup mieux que hier avant-hier. Dans le bateau il fait 8 degrés. C'est pour ça il y a le bonnet. Je suis bien habillée. La mer, je crois qu'elle est à 6 ou 7 degrés. Donc il fait vraiment froid. Mais là ça va, je sens encore des pieds. Et je viens de manger un gros plat chaud, donc ça aide aussi. Voilà, tu vas bien à bord. On essaie de rester devant la dépression qui nous suit le plus longtemps possible. Bonne soirée, bonne journée à tous. We break from our regular content to show you the latest profile on super sailor Jeremy Bayou of Charrel.
fait un grand tour du bateau, il y a toujours 2-3 petits détails forcément à ajuster. Hier ça allait très bien, ce matin c'est monté d'un petit cran. Maintenant voilà, on sait tous les deux qu'on sait faire dans ces conditions-là. Je suis un des plus fidèles effectivement au départ. Là Jacques Vabre, hâte d'y retourner chaque année. On a vu depuis le début de l'année, à chaque course on se retrouve un peu devant. Après entre le Fastnet où on navigue devant et on fait 12e et le Zimut où on navigue devant et on fait premier, la différence, la psychologique forcément. C'est bien d'être dans cette position-là au départ du Havre, de se dire que oui on peut gagner. Là on sait que le bateau en termes de performance il est plutôt bien, mais par contre il faut que ça tienne. La Jacques Vabre, c'est une course en double, c'est une transatlantique, récurrente tous les 2 ans. C'est devenu une répétition générale vis-à-vis du Vendée Globe. Jérémy, est-ce que tu peux te projeter à dimanche? Et je voudrais que tu ailles chercher une ressource, quelque chose dont on va avoir besoin pour pouvoir réussir la prochaine transatlantique. Je te propose d'imaginer bouger sur le bateau, échanger avec Franck, décider de tes trajectoires, de tes réglages. Le double, c'est un exercice particulier. Il faut avoir une très grande confiance l'un envers l'autre. Bon, sinon, le bateau est prêt? Bah ouais. Vous êtes prêt également? De toute façon, là, vous avez fait les 3 courses d'avant-saison, vous êtes calé, voilà, le bateau est performant. On est confiant, après, voilà, il ne faut rien casser. Avec Jérémy, j'avais pas vraiment fait de course en double à part les courses de préparation. On se sentait assez fort avec ce qui s'est passé à la course précédente. On savait qu'on avait des bonnes cartes en main. Et on avait une bonne routine de préparation jusqu'au moment où le départ a été retardé de 10 jours. Alors parmi les décisions compliquées, eh bien précisément, il y a celle tombée ce matin de ne pas faire partir les IMOCA. Ils sont 40 dans cette catégorie, parmi lesquels Charal. On avait les yeux rivés sur une météo qui était forte, quand même avec nos cirés en train de prendre le petit-déj lorsqu'on a su que le départ allait être retardé. C'était une situation psychologiquement compliquée. On ne savait pas quand on allait repartir. On était juste en observation en disant on laisse passer cette grosse dépression, on voit ce qui se passe après. Le départ a eu lieu 10 jours après la date prévue initialement. C'est évidemment pas agréable et c'est évidemment un épisode qui est derrière assez compliqué à gérer. Petit matin comme ça à froid, que ce soit pour les skippers ou pour les équipes techniques, c'est vraiment pas simple. On a eu 2-3 petites merdes avant le départ qu'il a fallu gérer. Le départ, c'est un peu chaud, les conditions dans la baie de Seine comme ça, une grande baie ouverte avec du courant, ça lève une mer bien démontée. Alors salut, à bord de Charal, on n'a pas donné beaucoup de nouvelles depuis le départ. C'était un petit peu sport. Voilà, là ça va beaucoup mieux, on a trouvé des zones de vent calme, on a réussi à passer à travers avec le vent. On prend un bon départ, mais avec un peu de marge, parce qu'on sait que la pénalité elle est rédhibitoire si tu voles. Et puis voilà, tout le bord de près, tout le départ, le bateau il est vraiment, je pense qu'il est un cran au-dessus. On était vraiment à l'aise, le bateau allait bien, on était de bon côté du plan d'eau. Camarade, il doit être vers là. Bien vers l'arrière du bateau, et ça c'est bien. Mais le vrai problème c'est ce qui se passe devant nous, avec une situation météo très compliquée. Les conditions des alizés, elles sont hyper fines, quoi. Faut être très bon dans ces conditions-là et ceux qui ont gagné, ils avaient des configurations qui étaient très typées pour ça. Salut tout le monde. Bon bah, nous voici dans les alizés. Derrière moi, il y a Lanzarote, évidemment qu'on voit pas. Mais voilà, les conditions sont plutôt sympas, évidemment, pour faire les alizés. On a fait des choix avant le départ, notamment sur le type de voile embarqué. Qui s'est avéré regrettable à la fin. J'ai beaucoup parlé de tests pendant l'année, mais je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de tester le choix le plus performant. On avait fait nos essais, on avait les voiles pour, mais on n'avait pas encore assez de certitude parce que nos tests n'étaient pas assez nombreux. Très vite, un jour après l'entrée dans les alizés, on savait qu'on n'avait pas les cartes en main pour gagner, quoi.
une arrivée d'en haut. Après 3 jours, nous sommes portant dans les vallées. Ça avance bien. Ça pourrait avancer un peu plus vite pour nous. Malheureusement, on n'a plus notre voie principale de portant. Les derniers jours de course, c'est vraiment tenir notre place par rapport à Initiative Cœur, Timor qui revient du nord, même Malaysia qui revient pas loin derrière parce qu'ils ont les bonnes voiles. Voilà, c'est intense parce que c'est un peu stressant, tu sais que tu es handicapé et c'est pas tout le temps très agréable. Il faut pas oublier qu'on est sur des machines incroyables, le bateau qui surfe à 25 nœuds, il y a de la mer, ça monte sur son foil. On se bat pour des places qui sont pas si valorisantes, mais on se bat contre des adversaires qui sont eux valorisants. C'est pas très réjouissant de se battre pour la 4e place, je l'accorde, mais c'est toujours mieux que 5e. Vu notre parcours dans la course, vu les difficultés, vu les handicaps, je pense qu'on s'est quand même bien bagarré et qu'il faut se satisfaire de ça. Voilà, cette fois-ci c'était pour la 4e place. Prochaine fois, on espère que ce sera pour la première. Ouais. La fin de la Transat Jacques Vabre a marqué la fin d'un cycle avec Franck. Maintenant, je suis totalement tourné vers le Vendée Globe. La Transat CC, donc ça a été la première course de l'année en solitaire de Jérémy. Il y a eu une casse d'une pièce importante qui tient le gréement, qui a failli faire démater le bateau. Malheureusement, ça m'oblige à abandonner la course.